Aujourd'hui, je vais vous parler des dessins vectoriels dans Delphi, dans nos applications d'une manière générale, comment et pourquoi les utiliser. Je vous ferai la présentation tout seul puisque Maxime n'a pas pu être disponible pour se joindre à nous. Donc, je n'aurai pas accès à vos questions. Si vous en avez après ou pendant la diffusion, n'hésitez pas à les reposer à travers mon blog tout à l'heure ou dans les jours qui suivent par email et ainsi de suite. Donc, au programme du jour, je vais vous parler de résolution d'écran, de la façon d'utiliser les images dans Delphi et les composants associés pour la gestion multi-résolution, les dessins vectoriels et je vous proposerai quelques exemples avec les librairies existantes qui permettent de le faire. Alors, je m'appelle Patrick Prémartin, vous commencez à me connaître, je pense. Je suis prestataire informatique, MVP, formateur, et je fais pas mal de choses autour de Delphi et de prestations sur le web et le développement mobile. Les prestations sont assurées par l'intermédiaire de la société All Software, qui édite aussi des logiciels et livres, sites internet et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de allsoftware.fr ou via l'intermédiaire de Bernstein qui transmettra si besoin. J'assure également des formations inter- et intra-entreprises qui peuvent être prises en charge par Gelopco et OPCA, puisque je fais partie des organismes de formation enregistrés auprès de préfectures de Paris et référencés sur Datadoc. Donc si vous avez des besoins, pareil, n'hésitez pas à contacter Bernstein qui me transmettra ou me contacter en direct. Alors, je vous parle de Bernstein parce qu'en fait, c'est une société qui est établie aux Pays-Bas depuis pas mal d'années et qui s'occupe depuis maintenant 3-4 ans de la distribution des produits Embarcadero pour la France. Elle s'occupait depuis le début du Benelux, depuis Borland et toutes ces différentes modifications. Bernstein assure également un niveau de support technique pour tous les utilisateurs qui prennent les licences dans nos pays. Donc si vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses sur Stack Overflow, développé.com ou d'autres sites, n'hésitez pas à faire remonter les informations ou les demandes chez eux. Soit ils pourront vous y répondre directement, soit ils transmettront à des prestataires ou des partenaires comme moi qui vous recontacteront derrière et qui essaieront de vous aider au mieux de nos possibilités. Bernstein organise également des événements formation sur les produits Embarcadero et notamment cette série de webinaires mensuels qui ont lieu en général le dernier mardi du mois, comme aujourd'hui. Si vous avez des besoins ou des envies particulières, pareil, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils feront leur maximum pour vous aider à trouver les réponses adaptées. Alors, petit rappel sur Delphi, C++, Builder et RadStudio. Donc, il existe 5 niveaux de licence. La première, l'académique, pour tous les établissements scolaires et les étudiants qui veulent en bénéficier. Pour les établissements, il est possible d'avoir des bons tarifs, voire une gratuité négociée au cas par cas auprès du distributeur, donc auprès de Bernstein, qui fait le nécessaire avec Embarcadero derrière. Donc si vous voulez recommencer à enseigner Delphi ou l'utiliser dans le cadre de vos facs, universités et établissements scolaires d'une manière générale, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Pour le grand public, il existe la Community Edition, qui est gratuite, dont la licence commerciale est limitée, donc à usage personnel ou limité aux entreprises en création, faisant moins de 5 000 € de chiffre d'affaires annuel et moins de 5 développeurs l'utilisant. Et sinon, les licences payantes ayant un support et bénéficiant de nombreuses fonctionnalités, vous avez la professionnelle, l'entreprise et l'architecte. Donc la pro, c'est la version de base. L'entreprise contient tout ce qui permet de se connecter à des bases de niveau entreprise, comme SQL Server, Oracle, et 2-3 autres, faire du client-serveur, du 3 tiers, utiliser RAD Server et des outils de serveur d'API et d'autres fonctionnalités intéressantes. Et la version architecte, qui est en fait une version entreprise, accompagnée par plusieurs autres logiciels, dont Sencha EXTJS, avec une licence développeur permettant de faire également des sites web en utilisant un environnement de développement équivalent à celui de Delphi. Pas équivalent, qui ressemble en tout cas pour le concepteur de fiches. Ça s'arrête là puisque derrière ça travaille en JSON et en JavaScript. Pareil, si vous avez des informations, enfin des besoins de renseignements concernant les licences,
leur fonctionnement, leurs tarifs et ce qu'il y a dedans, Bernstein se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez aussi le site d'Embarcadero, ici, enfin, le site de Bernstein évidemment, bernstein.com, et le site d'Embarcadero ici. Vous avez le détail. Quand on clique sur une des versions, par exemple Delphi, il y a toujours la liste des fonctionnalités qui est disponible. Les mises à jour à chaque version. Donc là, nous en sommes à la 10.3.3 Rio. Alors, par contre, la liste, voilà, la feature matrix, qui est un PDF qui commence à grossir pas mal, plusieurs dizaines de pages maintenant, avec toutes les fonctions et dans quelle version récente ça a été rajouté. Donc n'hésitez pas à vous y reporter si vous cherchez quelque chose et si vous voulez être sûr que la version qui vous tente est bien celle qu'il vous faut. Je vais peut-être pas attendre que ça se télécharge. On va continuer. Hop, là, ici. Voilà, donc ça pour les licences, pareil, si vous avez des questions, posez-les. Normalement, on y a accès après le webinaire, mais c'est pas sûr. Donc posez-les plutôt directement sur le site de Bernstein dans la fenêtre de support par email. Les webinaires précédents sont disponibles sur Internet. Alors là, en l'occurrence, sur mon blog pour ceux auxquels j'ai participé. Le lien va sur .fr/webinaire Delphi ou en allant directement sur développeur Pascal. Vous avez ici à droite la liste des prochains, ou en tout cas quand on les met, et puis les précédents, qui vous ramènent directement sur ceux que nous avons fait dans le cadre de ces webinaires mensuels. Donc vous y retrouvez les rediffusions quand elles sont dispo et les liens pour les prochains. Je vous ai remis les liens utiles, ou en tout cas ceux dont je viens de parler, et on peut attaquer le cœur du problème. Donc historiquement, les programmes ne gèrent pas la multirésolution. Dans le temps, on avait juste des ordinateurs avec des écrans classiques. Le nombre de pixels affichés correspondait au nombre de pixels logiques et une image en 16 par 16 s'affichait en 16 par 16. Je prends l'exemple du 16 par 16 parce que c'est la taille par défaut sur les boutons dans Delphi depuis la version 1 sous Windows 3 qui ne nous manque pas. Les smartphones et tablettes ont commencé à changer la donne puisqu'en fait, surtout avec Apple et son écran Retina, un pixel logique ne faisait plus un pixel physique. Donc on avait des images en 16 par 16 par exemple qui en fait physiquement s'affichaient en x2 ou x3 et maintenant on monte jusqu'à x5. Donc du 16-16 c'était agrandi logiquement pour s'afficher en 80 par 80 par exemple si on se fait du x5 et donc les images bavent. C'est de plus en plus le cas maintenant aussi sur les PC et Mac puisque nous avons des écrans haute définition et l'effet agrandissement des images se voit sur des applications classiques dès qu'on a des images dedans. Donc notre problème, c'est d'arriver à afficher quelque chose correct, quel que soit l'écran, pour ne pas diminuer la qualité d'affichage pour les utilisateurs et avoir un rendu visuel optimal. Donc pour ça, il va falloir jouer avec les résolutions d'écran et fournir des images de tailles différentes selon ce qu'on veut faire. Donc depuis la version 10.3 Rio, Embarcadero nous fournit des accès aux dernières API de Windows qui gèrent ce genre de choses. C'était déjà le cas pour Mac et pour les smartphones, donc iOS et Android, puisque FireMonkey est déjà géré, enfin est déjà créé pour gérer le multi-résolution. Je vous laisserai reconsulter le PDF, hein. Je vais peut-être un peu plus vite que ce qu'il y a sur les pages, mais il y a le plus intéressant. Donc, depuis qu'on a ces informations, en fait, on peut gérer maintenant la résolution en VCL par écran. Donc, un programme peut peut savoir sur quel type d'écran il s'affiche, si c'est du 4K, de la HD ou un écran classique. Et du coup, on peut gérer dans nos logiciels, en VCL, les différentes tailles d'images qu'on veut afficher. Alors, côté développeur, ça reste une résolution logique. C'est pas la résolution physique. Pour avoir la résolution physique, il faut multiplier par la profondeur de l'écran, qui est en fait le nombre de pixels physiques pour un pixel logique. Voilà. Ouais. Et donc évidemment, ce qu'on fait nous pour les images, les photos et les trucs comme ça, implique qu'on puisse gérer dans nos programmes plusieurs tailles d'images différentes.
Donc un bouton qui est en 16 par 16, si on veut aussi l'afficher sur un écran 5K, il faudra aussi le fournir en 80 par 80 pixels pour que le programme ou le système qui sert à l'affichage puisse choisir la bonne image. Évidemment, actuellement, ce qui se passe, c'est que par défaut, Delphi, ou plutôt le système d'exploitation, agrandit les images, ce qui fait cet effet de bavage. Pour éviter les pertes d'informations et les dégradations à l'affichage, on part du principe qu'il est plus facile de réduire la taille d'une image que de l'augmenter. Puisqu'en fait, il est plus facile de diminuer des informations que d'en rajouter en les calculant. Alors ça, c'est valide pour tout ce qui est dessin, ça l'est moins pour les images, puisque forcément, quelque chose qui fait du 4096 par 4096, par exemple, sur une photo, si vous l'affichez en 100 par 100, il y a des chances qu'elle ne ressemble plus trop à ce qui se passait à l'origine. Mais dans l'absolu, pour nos boutons pour nos images sur les boutons, menus et dans les interfaces graphiques, il est plus facile de faire une réduction que de l'agrandissement. Alors dans FireMonkey, on a un composant qui fait ça très bien, c'est le TImageList. En fait, depuis le début, FireMonkey, qui est le framework destiné aux multiplateformes, gère pour une même image plusieurs tailles d'images différentes, mais c'est à nous de les lui fournir. Maintenant, en version 10.3 Rio, on a eu sur la VCL deux composants, le TImage Collection et le TVirtualImageList, qui permettent de faire la même chose que le TImageList de FireMonkey. Dans le TImage Collection, qu'on pose essentiellement sur un data module pour éviter de le régénérer un peu partout, on fournit les différentes images qu'on veut afficher. Et c'est le TVirtualImageList qui va se débrouiller en fonction de la résolution de l'écran sur lequel s'affiche la fiche sur laquelle il est rattaché, qui va choisir la bonne taille d'image. Mais là encore, pour une même image à afficher, on fournit plusieurs résolutions différentes, donc plusieurs tailles d'images différentes, ce qui grossit les programmes qu'on diffuse. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas fournir toutes les tailles d'images possibles en fonction de toutes les résolutions d'écran qui existent ou qui existeront à l'avenir. Donc il y aura toujours un cas où on aura des difficultés à fournir ce qu'il faut ou que l'affichage ne se passera pas très bien. Bon, je commence à penser aux écrans 3D et aux trucs comme ça, mais on n'en y est pas encore. Ceci dit, ça ne devrait pas tarder. Et dans nos applications, évidemment, une photo s'affichera mal. Et c'est encore pire quand on fait des dessins sur des petits logos pour des boutons, qu'en général on a prévu de faire tout petit et qui grossissent de plus en plus, dont la qualité n'est pas forcément la bonne. Et évidemment, on veut que nos applications affichent des choses correctes pour tous les utilisateurs. Donc les images telles qu'elles sont gérées actuellement, si on veut faire du multi-plateforme, il faut les fournir, donc il faut les faire. Donc ça a un coût humain, et puis un coût réel, puisque derrière c'est du stockage de la bande passante chez nous, lors de la diffusion, et puis chez les utilisateurs. Donc ça fait partie des choses qui, même si le prix du giga sur des disques durs ne coûte plus grand-chose en dehors du SSD, doit être pris en compte. Heureusement, il y a des alternatives, c'est le dessin vectoriel. Alors le dessin vectoriel, j'en ai mis quelques petites illustrations un peu moches, mais c'est volontaire. C'est un truc tout simple qui a commencé avec les clipart pour nous en tant qu'utilisateurs. Ces bons vieux clipart de Windows qu'on trouvait dans Word et dont on parsemait les présentations, les documents et autres, histoire de mettre des images et des couleurs dans un truc un peu moche et terne. Là, on peut toujours utiliser des clipart, qui sont des dessins vectoriels, mais on peut aussi utiliser des choses un peu plus modernes, qui permettent d'afficher des dessins avec une très bonne résolution. La plupart des logiciels de conception assistée par ordinateur, CAO, gèrent tout en format vectoriel, pour pouvoir ne pas avoir besoin de changer les dessins en fonction de la taille d'affichage, d'impression et ainsi de suite. Alors, un dessin vectoriel, c'est quoi? En fait, c'est un format qui permet de stocker les traits, les formes qu'on veut dessiner de façon relative à la taille d'affichage. Donc il n'y a aucun positionnement absolu, ce sont toujours des positionnements relatifs à la taille d'affichage. Évidemment, ça complique un peu les choses pour la gestion du format, mais ça permet d'avoir un affichage identique, quelle que soit la taille du support final. Ou en tout cas, un résultat d'affichage de la même qualité, quel que soit le support. Et du coup, ça évite les problèmes qu'on a sur les GIF, JPEG et PNG quand on étire les images ou quand on les réduit. Parce que les GIF, JPEG et PNG
on joue avec les pixels en enlevant ou en rajoutant. Sur du vectoriel, bah, en fait, il redessine tout. Donc, il n'y a pas ce petit souci. Alors, sur Internet, pour faire du vectoriel, il y a le format SVG qui a été créé il y a quelques années. L'avantage du SVG, c'est qu'il est léger. C'est une norme du W3C et il part d'un format XML. Manque de bol, on ne peut pas s'en servir tel quel dans Delphi avec les composants fournis. Le SVG est aussi utilisé dans le PDF et la plupart des outils de développement, enfin de dessin permettent d'en faire. Ça, je l'ai dit. Ouais. L'inconvénient quand même du SVG, enfin du SVG ou du dessin vectoriel d'une manière générale, c'est que c'est dessiné en fonction de la taille d'affichage, donc au moment de l'affichage. Du coup, si on passe notre temps à rafraîchir les écrans, ça prend beaucoup plus de temps que d'afficher des bitmaps qui ont été précalculés. Du coup, il faut penser quand on a des besoins particuliers à faire des caches, à dessiner une fois l'image dans la bonne résolution et d'afficher l'image résultante, plutôt que de recalculer systématiquement le dessin. Et vous pourrez le voir avec les librairies de démonstration, alors pas sur les exemples que j'ai choisis, mais si vous avez un SVG complexe, ou en tout cas un dessin vectoriel complexe à afficher, il peut prendre beaucoup de temps, et donc ça devient impossible de gérer sur une interface graphique d'application. Alors maintenant, comment on se sert de tout ça dans nos programmes? En VCL, on n'a rien pour le faire, c'est tout simple, c'est à nous de coder ce qu'il faut pour dessiner sur le canvas avec les traits, les cercles et autres opérations disponibles sur les canvas des bitmaps, ou des images, ou des fiches. Sous FireMonkey, on a un composant qui s'appelle tpass, alors qui n'est pas le tpass de system.ioutils, ni d'autres composants. C'en est un à part qui permet de gérer un chemin. Et j'aime bien faire une analogie avec la bonne vieille tortue du logo, puisqu'en fait c'est la même chose, on déplace un point, on fait un trait, on fait une courbe de Bézier, on fait un cercle, et ainsi de suite, et tout ça, ça ressemble à ce que vous avez dans l'exemple en bas, à côté de la jolie voiture bleue sur fond jaune, qui est en train de faire un passage de lavomatique, d'où les gouttes d'eau au-dessus. Donc ça, en fait, c'est un chemin qu'on peut mettre dans un TPass et ça nous permet, dans les applications FireMonkey, de faire du SVG. Pardon, de faire du vectoriel. Nuance. Parce que le SVG est un format XML qui peut contenir des TPass. Alors, le problème, c'est que on peut le faire en FMX, mais ça reste quand même très limité ou complexe à mettre en place, même s'il y a des logiciels qui nous permettent de générer ce genre de chemin. Mais par contre, on ne peut pas le faire sur la VCL. Donc, il faut passer par des librairies tierces. Et quand on cherche SVG ou Vectoriel et Delphi, on tombe sur des dizaines de pages de résultats sur Google, dont beaucoup sont des trucs qui n'existent plus, qui ne fonctionnent plus, ou des questions. J'ai recensé un certain nombre de librairies que je mettrai sur le blog. Alors vous avez le lien vers l'article directement ici, comme vous le retrouverez dans la partie webinaire, à la date du webinaire sur les dessins vectoriels. Pour l'instant, je n'ai mis que la base, je rajouterai le contenu dans quelques jours, avec le replay de la session. Alors, je vais passer à la pratique, avec un exemple sur le TPass. Alors pour le TPass, vous avez deux livres, le Delphi Cookbook de Daniel Tetti et dans sa dernière version, accompagné par Daniele Spinetti, qui avait un petit chapitre sur le TPass et son utilisation. Et vous avez un autre exemple dans Delphi Programming Projects de William Duarte, qui propose 5 projets en pas à pas, qui sont assez intéressants à voir pour faire des bases sur FireMonkey, comment servir de 2-3 choses que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur PackPub, en livre classique et en téléchargement si vous le voulez. Sachant que Packt Publishing a une offre en ce moment à 5 € le livre, à peu près, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez l'éditeur. Alors, petit exemple sur le TPass, ici. Donc je suis sur la dernière version de Delphi, voilà, j'ai créé une application FireMonkey. Application vide. Ici, on a donc un TPass.
Alors c'est bien celui des formes, c'est pas le TPAS label, hein. Hop. Donc c'est une zone affichable, ici, avec une propriété, ici pass data, que je retrouve évidemment pas, ici data, ici, voilà. Et donc là on charge un SVG, enfin pardon, on charge un pass. Alors, je vais pas en inventer un, hein, je vais aller regarder sur internet, il y a plusieurs sites qui proposent des images SVG et qui fournissent le chemin, donc je vais en prendre une au hasard ici. Pareil, je vous mettrai quelques liens sur où trouver des choses vectorielles exploitables. Là, je veux l'exporter, par exemple, en format SVG, et l'avantage, c'est que lui, il fait un chemin. Donc, c'est un passe-fil et pas directement du SVG. Donc, je peux copier ça, revenir sur Delphi, le coller, et j'ai mon dessin. Alors, ça se déforme, on fait ce qu'on veut avec. Donc, le TEPA, c'est pratique pour des choses assez simples à faire. Mais quand on se retrouve avec des fichiers SVG un peu plus volumineux, comme là, par exemple, fichier, bah, alors déjà, il n'y a pas que du chemin, donc c'est un peu compliqué à récupérer. Je pourrais en récupérer un morceau, par exemple. Alors, je sais plus du tout quelle image c'était, ça. CTRL C. Je retourne sur mon data. Je remplace ça. Donc ça fait une étoile. Et ensuite, ici, j'en ai un deuxième, donc j'ai copié la suite. Un espace. Donc là, ça la vide. Et ainsi de suite. Donc on peut arriver à récupérer des choses, mais tout SVG ne contient pas des chemins. Donc là, pareil, hein, on peut faire joujou. Du coup, là, ici, avec des trucs sympas, on va pouvoir récupérer des SVG qui sont utilisés sur les sites web. Alors, sous réserve d'avoir les droits, évidemment, hein, Google Images n'est pas fait pour juste piquer des informations et des images. Pour les réutiliser, n'hésitez pas à vous assurer que ce que vous faites est bien légal. Donc là, j'utilise perso la librairie Riversoft, parce qu'en fait, elle a un côté très pratique, en plus de nous rajouter le SVG avec des composants spécifiques pour la vaisselle et FireMonkey. Elle référence aussi le format SVG directement dans les composants images habituels de la VCL et de FireMonkey. Donc je reviens sur mon exemple. Alors c'est une librairie payante, vous avez le détail avec les liens, hein. Pareil, j'en rajouterai quelques-uns sur le blog. Donc là, si j'ai regardé mes composants, en espérant que l'écran soit correctement affiché pour la taille des images, Riversoft, c'est celui-là. Donc on a un certain nombre de composants, donc là je suis sur de FireMonkey, il y a l'équivalent sur la VCL, et il y a surtout l'avantage, ici, si je mets un T-image, un T-glyph, je colle un T-glyph ici, donc le T-glyph c'est un composant standard de FMX, hein. Il a une propriété, alors je n'ai pas choisi le bon, mais c'est pas grave, on va utiliser... Ouais, non, lui il passe sur une liste d'images, à ce moment-là j'ai rajouté une liste d'images, hein. T-image list, mauvais exemple, c'est pas grave. Hop, une T-image list, donc là je vais rajouter une image, ajouter, et normalement, il ne s'est pas référencé dans celui-là, c'est clairement un mauvais exemple. Donc on va faire un T-rectangle. Je me perds un peu parfois avec les images, trop de composants pour les afficher, et comme je m'en sers moins, donc le rectangle, j'ai une propriété fil avec un background. Donc là je vais afficher un bitmap, et là dans le bitmap, ici, je vais charger un SVG. Pourquoi il ne me le propose plus? Bon, il y a un couac, j'ai dû faire sauter l'option.
On va partir sur du lave-vaisselle. Non. Fallait bien que ça coince un moment ou un autre aujourd'hui. Hop. Alors, je disais donc un image. Donc image composant standard pour la VCL. Hop. Hop. Ici. Et voilà. Donc là, on a bien le SVG. Non, ça c'est TMS qui les rajoute, ceux-là. Bon, alors celui de Riversoft passe pas, c'est pas grave, on va se le faire à la main. Donc là, je veux afficher un SVG, image ici. Tac, tac. Faut que j'arrête les doubles clics. Donc une image là, un document SVG. Je récupère ça. Il est où? Bureau. Là. Alors pour la petite histoire, ces fichiers-là, je les ai récupérés sur Adobe en faisant une recherche SVG. Et bon, on va faire comme ça. Par exemple, si je prends ça, donc là il me sort du SVG, je récupère une licence. Okay. Bon, donc il a répondu. Donc là, c'est censé m'afficher un sapin sur fond rouge. Et c'est un fichier un peu complexe, donc il a fait une erreur parce qu'il a plus assez de mémoire pour le gérer. Tout bêtement. Donc clairement pas exploitable tel quel dans les applis, mais c'est aussi parce que l'image est un peu volumineuse. Ici, le source qui est du texte fait quand même 180K. Est-ce que l'autre était plus légère? Ah oui, 8. On va passer sur la licorne, ce sera plus sympa. Et qui m'aura rendu la main. Ah ouais, efficace. Hop. Alors, juste une petite chose, pendant qu'on en est à deux plantages. Les librairies SVG n'affichent pas toutes correctement le SVG. Elles prennent pas toujours les ordres en place. Il y a des tests à faire avant d'en choisir une, en fonction de ce que vous voulez faire. Pour en créer vous-même, vous avez Adobe Illustrator comme Inkscape, qui est un logiciel open source. Sur inkscape.org. Il permet de faire des chemins, donc vous pouvez l'utiliser dans le TPass, comme il permet de faire du SVG directement. Il mélange chemin et vraie forme. Donc, je l'ai utilisé rapidement pour faire quelques essais il y a quelques semaines. Ça prend assez facilement. N'hésitez pas si vous voulez faire jouer un petit peu avec. Il est gratuit. Maintenant qu'il est reparti, on va repartir sur la vaisselle toujours. On va y arriver. Ah, donc, SVG doc. Je vais prendre le deuxième. File name. La petite image. Et donc, SVG document, il est là.
Voilà. Donc là, j'ai une image plus légère. Alors lui, je sais plus comment je suis tombé dessus, mais c'est normal. Donc vous voyez, il adapte l'image et il n'y a aucune perte. Et si je vais récupérer celui que je viens de télécharger, svgdoc, hop, le file name ici, téléchargement, là, Adobe, et je change ça, hop, voilà. Alors si je voulais faire ça avec une vraie image, il faudrait que je la fournisse en taille assez importante pour ne pas avoir de perte quand je l'agrandis, alors que là, on s'en fiche un peu. Donc c'est tout l'avantage du SVG et des formats vectoriels dans nos applis. Donc voilà pour Riversoft et ses plantages. Maintenant je vais vous montrer avec TMS, puisque depuis décembre, TMS Software a inclus le format SVG dans ses suites VCL, FNC, Core et UiPath. Pas sur la version FireMonkey pour l'instant, je ne sais pas trop s'ils vont le faire, il faudra voir avec eux. En tout cas, vous pouvez utiliser le FNC UiPath si vous voulez faire du multiplateforme. Maintenant, c'est celle sur laquelle ils se concentrent quand même globalement le plus, et qui fonctionne en VCL, FireMonkey, sur Lazarus, et avec leur TMS WebCore aussi pour les sites internet. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils ont un certain nombre de composants, comme d'habitude, pour gérer les images directement dans leurs propres composants, comme pour les utiliser avec les images liées aux composants Delphi habituels. Donc là, je vais repartir sur... je vais rester en VCL, je vire tout ça. Hop, supprimer là. Voilà. Alors, composant TMS, on va faire du FNC, ça va me changer. Donc, TMS FNC. Alors, chez TMS, il y a deux choses. Il y a les bitmap containers pour leurs propres images. Donc, ils ont été étendus pour pouvoir gérer des images liées en SVG. Ici. Hop. Hein. Alors, open. Donc là, normalement, vous voyez bien le format et les autres formats gérés. Hein. Je vais rester sur celui-ci. Si j'avais chopé, voilà. Save. Non. Ok pour ça, je vais rajouter une deuxième image. Problème de clic. Voilà. Donc là, c'est une photo de Haarlem aux Pays-Bas où se trouve Arnhem. Donc là, je suis sur un bitmap container, donc c'est un FMS FNC image. TMS, pardon. FNC image. Donc là, j'en aurai une. CI. Et une deuxième à côté. Alors que je vais sortir de là, puisque dans FMX, on peut empiler les composants visuels les uns dans les autres. C'est pas ce que je veux faire là. Voilà, j'en ai deux. La première, elle va pointer, je vais mettre les deux d'ailleurs, sur le bitmap container que je viens de rajouter, qui est donc une liste d'images pour les composants TMS. Et elle va aller passer où? Image. Ça y est, je sais plus quelle est la propriété pour l'afficher. Mince, trop de mémoire. Bon.
Aïe, 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 le container, oui. Bon, normalement, quand on retrouve les propriétés, ça passe. Là, vous ne me voyez pas, je suis désespéré sous la table, hein. Bon, bah, je sais plus comment on affiche une image dans un bitmap container depuis un. Pas grave, on va faire un bouton. Ah, quand ça coince, n'hésitez pas à contacter le support de l'éditeur de composants ou la doc, ce qui est bien aussi. Donc, attendez, hop, FLX, FLC, button, TMS, FLC. Donc le bouton, je le sors de là. Là, j'ai un bouton. Il peut être ici. Là, name, then. Donc là, j'ai mon bouton. La size de la bitmap, on va la mettre en 100. Et en faire un deuxième. SFCB. Ici. Là, ça. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Un cafou. Donc on revient sur bitmap. Container. Il n'y en a qu'un. Et le bitmap name is dem2. Donc là, je vais mettre 200. Voilà, donc là l'image est un peu perturbée. Là par contre celle-ci, il n'y a pas de différence. Quand même que je trouve pourquoi ça ne passait pas. Bon bah tant pis, on va pas passer par le container, on va l'afficher directement. Ici. Donc là j'ai repris la grosse, hein. Vous voyez comme pour Riversoft, ça coince. Alors, pour la petite histoire, voilà ce qu'on aurait dû avoir. Donc pour faire ça, effectivement, il y a un petit peu de travail pour l'affichage. Et voilà. Je ne m'aventurerai pas à l'agrandir, hein. Ça va rester comme ça. Hop. Ok, on va laisser le programme planter. Donc là, vous avez deux exemples de librairies qui permettent de faire des affichages. J'en ai recensé une dizaine, certaines qui gèrent aussi les animations sur le SVG. Et puis un petit peu de tout, certaines aussi qui permettent de faire des interactions vers certains nœuds du fichier SVG. En conclusion, donc, comme on l'a vu, et vous en êtes conscient parce que vous avez déjà des utilisateurs sur des écrans HD ou 4K qui ont sans doute signalé que vos applications VCL il y a 20 ans sont toujours un petit peu dégradées visuellement. Il faut qu'on y fasse gaffe maintenant. Le passage à Windows 10 un peu partout nous oblige aussi à faire attention et à récupérer des API récentes. Donc c'est une raison de plus de passer sur les versions récentes de Delphi qui les gèrent. Et si vous faites en plus du mobile ou du Mac et du Linux, il faudra passer là-dessus, puisque FireMonkey le gère. Donc vous avez deux choix, soit de faire des images dans des tailles différentes et les inclure dans vos composants et dans vos projets, donc alourdir la taille des projets, soit de faire du dessin vectoriel et gagner en taille, mais perdre un petit peu en temps de réponse. Ça dépend de ce qu'on fait derrière. Passe. Donc là, n'hésitez pas à réfléchir à ce qui est mieux pour vous en tant que développeur et en tant qu'éditeur de logiciels.
par rapport au coût du développement, de création des images ou au coût de déploiement derrière en fonction du volume. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez la présentation si l'enregistrement s'est bien passé et est exploitable sur le site. Ce PDF sera disponible tout à l'heure. Et puis je rajouterai les liens dans les jours qui viennent. Donc des liens vers des sites qui permettent de faire du SVG ou de l'exploiter. Et puis des informations de Serge Girard qui s'est un peu cassé les dents dessus, qui en parle un petit peu sur développer.com depuis quelques semaines maintenant, mais qui à un moment ou un autre reviendra sans doute sur les live binding et ces excellents tutoriels que je vous recommande. Alors prochainement, Bernstein donc, propose régulièrement des événements, hein. N'hésitez pas à vous inscrire ou les contacter si vous voulez être tenu au courant des prochaines rencontres développeurs, des conférences et puis des webinaires ou présentations produits potentiels. Si vous avez des besoins ou des envies particulières, contactez-les aussi, puisqu'ils sont et nous sommes en tant que partenaires aussi de l'entreprise, attentifs aux demandes et puis on essaye de faire au mieux. Dans les jours qui viennent, alors normalement il est parti à l'impression mercredi dernier, il devrait arriver en fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Vous avez le prochain magazine programmé, le numéro 237, qui est celui de février 2020, qui proposera un article de 5 pages sur Delphi et qui met Delphi en première page. Donc je ne pouvais pas, en tant qu'auteur de l'article en question, oublier de vous le mettre. Pareil, si vous avez des questions suite à la lecture, alors c'est les bases hein, de FMX Linux et de l'utilisation du compilateur Linux pour Delphi Entreprise, puisqu'il n'est pas disponible dans les versions en dessous. Donc c'est comment l'installer, la compilation de projet, l'ajout sous FMX, et puis surtout comment installer le PA Server sur un Ubuntu par exemple, ou d'autres distributions. J'ai des liens sur l'article et puis j'en mettrai derrière en fonction des remarques. Donc vous pouvez vous reporter là-dessus si ça vous intéresse et vous pourrez me poser des questions directement sur le blog. Donc développeurpascal.fr/contact ou par mail ou par Bernstein ou par l'intermédiaire de Programmer. Enfin, n'hésitez pas à aller un peu partout. En général, vous retomberez sur moi derrière. Enfin, surtout si c'est par rapport à des choses que j'ai diffusées. Notre prochain webinaire sera théoriquement le 25 février, ça va reconfirmer, mais ça vous recevra un email pour être tenu au courant. Et il est possible que d'ici fin mars, nous annoncions aussi des ateliers, des formations inter-entreprises. Donc pareil, si vous êtes intéressé par des sujets particuliers, contactez-moi directement. Je verrai ce que je peux vous proposer en direct ou ce qu'on peut faire en groupe. Voilà, donc j'avais prévu des questions et réponses, mais comme apparemment elles ne passent pas sur mon écran, on va en rester là, puisque je ne suis pas à mon bled depuis le début de la semaine chez un traiteur qui est très connu et qui fait des publicités télévisées, mais qui a aussi une branche pâtisserie. Et leurs macarons sont très bons, mais malheureusement pas vendus en France. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à nous recontacter pour toutes les questions, demandes et ainsi de suite, si vous avez des idées ou des envies de sujets en webinaire, en direct ou autre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.